Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. C'est une histoire singulière que je m'apprête à vous raconter ce soir. Une histoire qui, j'en suis sûre, résonnera douloureusement dans le cœur de beaucoup d'entre vous. Nous avons tous, un jour ou l'autre, entendu parler de ces drames familiaux qui se jouent à huis clos derrière les volets clos des belles maisons de province. On y parle d'héritage de jalousie d'argent, cet argent qui brûle les doigts et glace les cœurs. Mais l'histoire de Solange, une femme que l'on pourrait qualifier de mère courage, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le récit d'une vengeance froide, méticuleuse, une vengeance servie non pas sur un plateau d'argent, mais sur une nappe de fête, un soir de Noël. Installez-vous, bien monter le son, car ce soir nous pénétrons dans l'intimité d'une famille où le don de soi a fini par présenter sa facture. Imaginez la scène. Nous sommes le 24 décembre, il y a quelques années à peine, dans une banlieue cossue d'une grande ville de province, peut-être Lyon ou Bordeaux. Dehors, la nuit est tombée très vite, une nuit d'encre glaciale mordante. La neige fine et serrée recouvre les trottoirs et étouffe les bruits de la ville, comme pour isoler encore davantage la grande maison bourgeoise aux volets de chêne sombre. À l'intérieur, tout n'est que lumière, chaleur apparente et opulence. La table est dressée avec une minutie d'orfèvre, la nappe en damassé blanc repassée avec soin, les verres en cristal qui scintillent sous la lueur du grand lustre, et cette odeur entêtante de sapin, de cire d'abeille et de foie gras poêlé. C'est le décor parfait du bonheur familial. Une carte postale. Mais ne vous y trompez pas. Si vous écoutez attentivement au-delà du crépitement de la cheminée, vous percevrez une tension électrique, un silence lourd de ceux qui précèdent les orages dévastateurs. Autour de cette table, ils sont 4. Solange, la matriarche, 70 ans, trône en bout de table. C'est une femme élégante, mais marquée le visage creusé par les années et par une fatigue qui semble venir de l'âme. Elle porte une robe de velours sombre, un rang de perles classiques autour du cou. Ses mains posées à plat sur la nappe racontent une autre histoire que celle de ce luxe apparent. Ce sont des mains qui ont travaillé des mains aux articulations un peu noueuses, des mains qui ont porté soigné, lavé construit. Face à elle, ses 3 enfants. Marc, l'aîné, la quarantaine, arrogante, costume italien, trop cintré, l'œil rivé sur sa montre de luxe. Sophie, la cadette, noyée sous les bijoux, le visage figé par des soins esthétiques, trop fréquents, pianotant discrètement sous la table sur son smartphone. Et enfin, Julien, le petit dernier, le regard fuyant, nerveux, qui se sert verre sur verre d'un Bordeaux hors de prix. L'ambiance est étrange. On rit, mais les rires sonnent faux. On se complimente, mais les mots sont creux. « Tu as bonne mine, maman », lance Marc, sans même la regarder vraiment. « Ce foie gras est délicieux, tu t'es surpassé », ajoute Sophie d'une voix traînante. Mais leurs regards à tous les 3 convergent invariablement vers le même point. Pas vers leur mère, non. Leurs yeux brillent de convoitise lorsqu'ils fixent le pied du grand sapin Norman qui trône dans le salon. Là, posées sur le tapis rouge, 3 boîtes énormes attendent. 3 cubes, parfaits, emballés dans un velours rouge sombre, noué d'un ruban doré. Ils sont lourds, imposants. Et dans l'esprit des 3 enfants, ces boîtes ne contiennent qu'une seule chose, la part du lion. Le fruit de la vente, l'argent. Car voyez-vous, pour comprendre la violence de ce qui va se jouer ce soir-là, il faut remonter le temps. Il faut comprendre qui était Solange avant de devenir cette vieille dame silencieuse en bout de table. Solange et son défunt mari Pierre n'étaient pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Loin de là. Ils étaient de cette génération de bâtisseurs, ces gens qui comptaient en anciens francs, qui économisaient sou après sou. Pierre était artisan menuisier, Solange tenait les comptes et faisait des ménages pour arrondir les fins de mois. Cette grande maison, cette villa des Glycines, comme on l'appelait dans le quartier, ils l'avaient nous payée à la sueur de leur front sur 25 ans, se privant de vacances, de restaurants, de plaisirs futiles. Leur seul luxe, leur seul investissement, c'étaient eux les enfants. Ah, les enfants! Marc, Sophie, Julien.
les prunelles de leurs yeux. Solange et Pierre voulaient pour eux ce qu'ils n'avaient jamais eu. Pas de travail manuel harassant, pas de fin de mois difficile. Ils voulaient des médecins, des avocats, des directeurs. Alors, ils ont donné, sans compter, sans réfléchir. C'est pour leur avenir, disait Pierre en rentrant le soir, le dos brisé, couvert de sciure. Quand Pierre est mort brutalement d'une crise cardiaque, il y a 15 ans, laissant Solange seule face au vide, la dynamique s'est encore accélérée. Mais elle s'est pervertie. Le deuil n'a pas soudé la famille. Il a ouvert les vannes d'une cupidité sans fond. Solange, dans sa douleur, a voulu compenser l'absence du père par une générosité matérielle démesurée. Elle pensait acheter leur bonheur, elle n'a fait qu'acheter leur mépris. C'est un processus insidieux, chers auditeurs. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une petite demande par-ci, une aide exceptionnelle par-là. Marc, qui voulait lancer sa start-up, « Maman, c'est juste un apport, je te rembourserai dès que ça décolle. » Sophie, qui devait absolument avoir ce mariage princier dans un château, « Maman, c'est le plus beau jour de ma vie, tu ne vas pas me refuser ça. » Julien, qui s'était mis dans des pétrins pas possibles, avec des gens peu recommandables, « Maman, si tu ne payes pas la caution, je vais en prison. » Et à chaque fois, Solange sortait le chéquier. Elle puisait dans les économies de Pierre, dans l'assurance-vie, dans le fonds de roulement de la maison. Elle signait le cœur serré, espérant un merci, un geste de tendresse, une visite le dimanche. Mais les visites se faisaient rares. Une fois l'argent empoché, le silence retombait. Le téléphone ne sonnait plus que pour de nouvelles requêtes. Solange était devenue, aux yeux de sa propre progéniture, un guichet automatique. Un distributeur de billets doté de la parole mais qu'on n'écoutait plus. Pire, il commençait à la traiter comme une charge. « Tu radotes, maman. Tu ne comprends rien au monde moderne. Cette maison est trop grande pour toi, c'est ridicule de chauffer tout ça. » Lors des rares repas de famille, il parlait d'elle à la troisième personne alors qu'elle était assise juste là. Il parlait de placer la vieille, de l'EHPAD, de la vente de la maison. Il se partageait déjà la dépouille avant même que la bête ne soit morte. Et puis, il y a eu le déclic. C'était un mardi de novembre gris et pluvieux. Solange était tombée dans l'escalier. Rien de grave, une mauvaise contusion, mais elle était restée au sol pendant 2 heures, incapable de se relever son téléphone hors de portée. Quand elle avait finalement réussi à joindre Sophie, sa fille avait soupiré « Maman, je suis en pleine manucure. Appelle les pompiers si c'est urgent. » Marc n'avait pas répondu. Julien avait le répondeur saturé. Ce jour-là, allongée sur le carrelage froid du vestibule, regardant le plafond qu'elle avait peint elle-même 30 ans plus tôt, quelque chose s'est brisé en Solange. Pas un os, non. Quelque chose de plus vital. L'illusion maternelle s'est fracassée. Elle a vu la vérité nue, crue, hideuse. Elle n'était plus une mère pour eux, elle était un obstacle entre eux et le patrimoine. Alors Solange a pris une décision. Une décision radicale, secrète, implacable. Elle a vendu la maison. La villa des Glycines. Elle l'a vendue en viager libre très rapidement à un couple de jeunes médecins charmants qui rêvaient d'y élever leurs enfants. Elle a vidé les comptes. Elle a tout liquidé. Et surtout, elle est descendue à la cave, a ouvert le vieux coffre-fort ignifugé de pierre et en a sorti un petit carnet noir à la couverture de cuir élimé. Le carnet noir, comme elle l'appelait dans son fort intérieur. Depuis 30 ans, Solange avait une manie, une habitude de comptable rigoureuse. Héritée de ses années de gestion, elle notait tout, absolument tout. Chaque chèque, chaque virement, chaque liasse de billets, donnée de la main à la main. Pas par avarice, mais par souci d'équité, pour être sûre de ne pas avantager l'un par rapport à l'autre. Elle ne se doutait pas que ce carnet deviendrait l'arme de son jugement dernier. Revenons à ce soir de Noël. Le dîner touche à sa fin. Les enfants sont impatients. Ils savent que la maison est vendue. Solange le leur a annoncé par courrier recommandé 1 mois plus tôt, précisant qu'elle quittait les lieux le 26 décembre. Ils sont là pour le butin. Ils ont fait le calcul, la maison valait bien 600 000 €, peut-être 700 000 avec le marché actuel. Divisé par 3, cela fait une somme coquette.
De quoi éponger les dettes de jeu de Julien, payer la nouvelle voiture de Marc, financer le divorce de Sophie. Il trépigne. Marc, s'essuyant la bouche avec la serviette en tissu, lance la première pique faussement joviale. « Bon, maman, c'était délicieux, mais on ne va pas y passer la nuit. Tu nous avais parlé d'une surprise, d'une répartition. » Il jette un coup d'œil appuyé aux boîtes rouges. Solange sourit. Un sourire indéchiffrable, presque doux, mais ses yeux sont secs. Elle se lève lentement, prend son verre de champagne et le fait teinter avec une cuillère en argent. Le son cristallin coupe net les conversations. « Mes enfants, » commence-t-elle d'une voix posée sans aucun tremblement. « Vous avez raison. Il est temps. Vous attendez tous ce moment depuis longtemps. Vous vous demandez sans doute où est passé l'argent de la maison, le fruit du labeur de votre père et du mien. » Elle marque une pause. Un silence de cathédrale s'installe. On entendrait une mouche voler. Vous avez toujours pensé que l'argent de cette famille était un puits sans fond, un dû, un droit de naissance. Ce soir, je vais vous donner ce qui vous revient de droit. Tout ce que je veux vous transmettre est dans ces boîtes. Les trois enfants se précipitent, presque. La cupidité leur fait oublier toute retenue. Ils se jettent sur les paquets comme des loups affamés. Marc s'empare du plus gros Sophie, de celui du milieu Julien du dernier. Le bruit du papier déchiré remplit la pièce, un son violent sec. Ils s'attendent à voir des liasses de billets, ou peut-être des lingots, ou simplement un chèque de banque certifié posé sur un coussin de velours. Le couvercle de la boîte de Marc saute. Il plonge la main à l'intérieur. Son visage se fige. Il fronce les sourcils. Il ne sent pas la texture du papier-monnaie. Il sort une poignée de feuilles, du papier machine blanc ordinaire, des photocopies. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» aboie-t-il, perdant instantanément son masque de gendre idéal. Sophie et Julien ont ouvert les leurs. Même constat. Les boîtes sont remplies à ras-bord de papier, des centaines, des milliers de feuillets. Sophie en saisit un, le lit à voix haute, la voix tremblante d'incompréhension. Facture clinique esthétique, Montaigne, rhinoplastie, 15 juin 2002, 4 500 €. Elle en prend un autre. Frais de séjour, Hôtel Ritz, suite nuptiale mariage de Sophie 2008, 3 200 €. Elle pâlit. Elle regarde sa mère hébétée. De son côté, Julien fixe une vieille feuille jaunie, une photocopie d'une reconnaissance de dette manuscrite. Avocat Maître Dupont, affaires stupéfiants honoraires et caution 2010, 12 000 €. Il tourne la page. Réparation voiture tiers accidenté 2005, 8 000 €. Marc lui tient une liasse épaisse tenue par un élastique. Apport capital SARL, marque Innov, 1999, 30 000 €. Rachat par Social Faillite 2001, 25 000 €. Loyer impayé, Paris 16e, 2003-2004, 18 000 €. La salle à manger sombre dans le chaos. Les voix s'élèvent, stridentes, hystériques. « C'est quoi cette blague ?» hurle Marc, le visage rouge de colère. « Tu te moques de nous? On s'en fout de tes vieux papiers. Où est l'argent? Où est le chèque? » Sophie pleure ou fait semblant, jetant les papiers en l'air comme des confettis morbides. « Tu es odieuse, gardez ça. Calculez tout ça. C'est mesquin. Une mère ne fait pas ça. Une mère donne sans compter. » Il l'insulte. Les masques tombent définitivement. La violence verbale est inouïe. Il la traite de folle, de manipulatrice, de vieille grippe-sous. « On va te mettre sous tutelle », menace Julien en tapant du poing sur la table, faisant vaciller les verres en cristal. C'est le moment que Solange choisit pour abattre sa dernière carte. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre face à la tempête. Elle est droite comme un i, majestueuse, dans sa dignité retrouvée. Elle plonge la main dans son sac à main posé près d'elle et en sort un dossier cartonné bleu estampillé, du sceau d'un huissier de justice. Elle le laisse tomber lourdement sur la table. Le bruit mat autoritaire fait taire les cris instantanément. « Ce ne sont pas des souvenirs, mes enfants, » dit-elle d'une voix glaciale, une voix qu'il ne lui connaissait pas. Une voix de juge. « Ce sont des preuves. Regardez bien.
Sur chaque document original que j'ai précieusement conservé, chez mon notaire, il y a vos signatures. À chaque fois que vous m'avez demandé de l'argent, je vous ai fait signer un petit mot. Je sous-signé reconnais avoir reçu la somme de « à titre de prêt ». Vous ne lisiez même pas, vous étiez trop pressé d'encaisser le chèque. Vous pensiez que c'était pour la forme, pour rassurer la vieille mère paranoïaque. Mais la loi est la loi. Elle s'avance vers eux, contournant la table, tel un prédateur encerclant sa proie. J'ai fait les comptes avec l'aide d'un comptable et de mon avocat. En 30 ans, capital et intérêts légaux compris, car oui, un prêt non remboursé génère des intérêts, vous m'avez emprunté l'équivalent exact de la valeur de cette maison. 650 000 €. Le calcul est parfait. L'héritage, vous l'avez déjà touché. Vous l'avez mangé, bu, conduit, porté à vos doigts, injecté dans vos visages. Vous avez tout dépensé avant même que je ne sois morte. Marc est livide, la bouche ouverte, incapable d'articuler un son. Il comprend la mécanique implacable du piège. Juridiquement, elle a raison. Les donations non déclarées peuvent être requalifiées, mais les reconnaissances de dettes sont imprescriptibles tant qu'elles ne sont pas dénoncées. Sophie s'effondre sur une chaise anéantie, non par le chagrin, mais par la perte financière. Julien regarde ses chaussures comme un enfant pris en faute. « Mais... et l'argent de la vente ?» balbutie Marc, tentant une dernière négociation désespérée. « Tu as bien l'argent de la vente sur un compte? Tu ne vas pas tout garder pour toi. » Solange éclate d'un petit rire sec. « L'argent de la vente. Oh, rassurez-vous, je n'ai rien gardé. J'ai tout donné. Ce matin même. J'ai fait un virement irrévocable à la Fondation de France et à la Croix-Rouge. Il y a des gens qui ont faim, Marc. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Eux, au moins, sauront dire merci. La stupeur est totale. Le silence qui suit est assourdissant. C'est le silence de la ruine, le silence de la fin d'un monde. Solange regarde sa montre. « Mon taxi doit être là », dit-elle simplement. Elle se dirige vers le porte-manteau, enfile son lourd manteau de laine, met son écharpe, ses gants. Elle ne se retourne pas. Elle ne demande pas un baiser. Elle ne dit pas « je vous aime ». Ce temps-là est révolu. Elle prend sa petite valise à roulettes qui était prête dans l'entrée. Avant d'ouvrir la porte d'entrée, elle marque une dernière pause, la main sur la poignée en laiton glacé. Elle se tourne à demi vers le salon où ses 3 enfants sont pétrifiés au milieu d'une mer de factures froissées. J'ai réservé une croisière, un tour du monde. Je pars 3 mois. Ne cherchez pas à me joindre. Si vous avez des questions, voyez avec maître Vernet, mon notaire. Il a pour instruction de recouvrer les créances si vous tentez de contester quoi que ce soit. Joyeux Noël, mes enfants. La porte claque. Un bruit sec définitif. Dehors, les phares d'un taxi perçant la nuit neigeuse. Solange monte à l'intérieur sans un regard pour la maison qui fut le théâtre de sa vie et de sa désillusion. La voiture s'éloigne, laissant derrière elle la villa des Glycines, ses lumières fastueuses et 3 orphelins de fortune qui réalisent trop tard que l'amour d'une mère n'a pas de prix, mais que l'abus lui a un coût. Chers auditeurs, quelle leçon! Quelle terrible et magnifique leçon! On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il est hélas le révélateur le plus puissant des âmes humaines. Solange a choisi la liberté. Elle a choisi de ne plus être une victime. Mais à quel prix celui de la solitude, peut-être? Mais une solitude choisie digne vaut mieux qu'une compagnie achetée et méprisante. Je vous pose la question ce soir, alors que vous êtes peut-être assis dans votre fauteuil, regardant vos propres souvenirs. Jusqu'où doit aller le sacrifice des parents? Est-ce un devoir sacré de se dépouiller pour ses enfants, même quand ceux-ci oublient l'essentiel? Solange a tracé une ligne dans la neige. Elle a dit « Stop ». Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu ce courage, cette force de caractère pour affronter votre propre chair et votre propre sang? Les histoires de famille sont souvent des histoires de silence. Ce soir, Solange a brisé le silence avec le fracas de la vérité. Elle nous rappelle que le respect ne s'hérite pas, il se mérite. Et que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à des enfants ingrats, c'est de les mettre face à leurs responsabilités. C'était l'histoire de l'addition du cœur.
Une addition salée, certes, mais nécessaire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos aînés et surtout, n'oubliez jamais de dire merci avant qu'il ne soit trop tard. Bonne nuit à tous.